J'ai beaucoup lu et entendu qu'une majorité des gens avaient trouvé le chapitre 129 de l'attaque des titans épique. Or, je ne suis pas d'accord. Je ne dis pas que les gens ont tort, mais que cela témoigne d'un glissement sémantique du terme. A l'origine, le terme épique renvoie à ce qui relève de l'épopée. L'action épique, c'est ce qui permet au valeureux héros d'exalter ses valeurs et sa grandeur. L'épique renvoie à une absence d'ambiguïté morale, à un engagement total du héros pour ses valeurs, qu'il défendra coûte que coûte, triomphant de l'adversité. Ses vertus morales sont le sens du sacrifice, la générosité et la bravoure. L'épique s'épanouit dans une lutte radicale entre le héros et son adversaire. Or, j'ai du mal à voir dans la bataille de ce chapitre quelque chose d'épique. C'est prenant, plein de suspense, y a pas de problème, on retient sa respiration à chaque action, on trempe pour les héros, certaines actions sont magnifiques, mais j'ai du mal à trouver le chapitre simplement épique. Je retrouve, comme lors de la bataille de Revelio, un malaise. La violence est crue et frontale, la lutte est barbare, les corps sont déchiquetés, les cadavres s'amoncellent pathétiquement sur le sol. On peut dire que le chapitre est épique de par le spectacle grandiose qu'il offre, mais il laisse derrière lui un spectacle macabre. Malgré la folie totalitaire qui s'est emparée des pro-Jäger, il reste des gens terrifiés, persuadés que cela est le seul moyen de sauver leur pays et leur famille du monde extérieur. Le spectacle de ce chapitre, c'est l'atrocité de la guerre civile, la guerre dans toute son horreur. Ce chapitre est tragique. L'affrontement est inévitable entre les deux camps. La parole n'est plus possible. Il est ironique car Mine, celui qui souhaitait maintenir le dialogue jusqu'au bout, est réduit au silence d'une balle dans la mâchoire. La parole n'est plus possible entre ceux voulant arrêter le grand terrassement et ceux qui l'appellent de tous leurs vœux. On rejoue ici la guerre civile qui avait mis fin à Eldia. Encore une fois, l'enjeu est colossal, le sort du monde. Tout ne pouvait qu'aboutir à cette explosion inouïe de violence où la morale et les sentiments n'ont plus lieu d'être. La parole devient impossible, tuer ou être tué, voilà tout ce qui leur reste à cet instant précis. La violence du chapitre était déjà annoncée dans la dernière case du précédent. Après les échecs successifs de la ruse, puis de la discussion, Armin et Connie n'avaient pas d'autre choix que de neutraliser leurs camarades. On y voit Connie abattant son adversaire désarmé. Un acte d'une violence inouïe, évacuant de l'affrontement toute notion de pitié et de merci. L'enjeu, bien trop grand, fait qu'aucun doute, aucun échec n'est permis. Que sont quelques vies humaines quand c'est le sort de l'humanité qui est en jeu? Il n'y a plus aucun choix. De manière paradoxale, Eren, en prenant la décision de déclencher le grand terrassement au nom de la liberté d'Eldia, a retiré aux siens la leur. Le seul choix qui leur reste, c'est d'être contre ou avec lui. Dans cette radicalisation des rapports, il n'y a plus d'alternative possible. Le dialogue est devenu caduc, la folie totalitaire ou la barbarie de la guerre civile. L'acte de Connie au 128 est aussi symbolique que la balle qui a explosé la mâchoire d'Armin. La morale est un luxe dont il ne bénéficie plus. Il faut tuer. Tuer pour sauver l'humanité. Alors qu'au début de l'histoire, on assistait à la lutte sans merci de l'humanité contre des monstres sanguinaires et anthropophages, pour lesquels il n'y avait aucun regret, ici ce sont des hommes et des femmes pensant être dans leur bon droit. Yelena soulignait précédemment qu'ils avaient tous du sang sur leurs mains. Il n'y avait pas d'innocents dans cette troupe hétéroclite, regroupant les ennemis d'autrefois. C'est le propre de la guerre. Il n'y a rien d'héroïque ou de glorieux, seulement des meurtriers d'occasion, poussés par les circonstances et l'histoire. Tous à la fois coupables et victimes. Tous à la fois coupables et victimes des événements, de leur histoire et des dynamiques oppressives qui ont façonné leur monde depuis des millénaires. Le choix d'Eren, c'est le choix d'une radicalité conçue comme la seule solution possible pour extraire l'humanité du cycle de violence et d'oppression dans lequel elle est plongée depuis toujours. Il faut détruire l'humanité pour qu'elle puisse renaître. Mettre fin aux peurs et aux haines racistes en ne laissant plus qu'un seul peuple. Radical et inacceptable. Mais y a-t-il une autre solution? Armin et Hansi l'ignorent. Peut-être, ils en doutent eux-mêmes. Mais on verra ça plus tard. Peut-être que s'ils réussissent, Eldia sombrera définitivement dans le néant de l'histoire. Paradis disparaîtra dans le feu vengeur des autres nations. Mais qu'importe, ils ne peuvent laisser la catastrophe arriver. Cette évolution de la violence dans le manga d'Isayama, je l'ai déjà en partie traité dans une autre vidéo où déjà, je soutenais que la violence du manga perdait son caractère épique pour mettre en valeur l'horreur et le caractère tragique de la guerre.
Le chapitre s'intègre parfaitement à cette dynamique, en n'oubliant jamais d'humaniser par touche l'ennemi. S'il peut être réduit à de la chair à canon, Isayama rappelle tout au long du chapitre leur humanité. Il insiste sur les corps déchiquetés, sur la peur qu'ils ressentent, la conviction qu'ils ont de défendre leur foyer. Si on était un peu taquin, on pourrait même lire le chapitre comme une énième inversion dont Isayama a le secret. Si on se place du point de vue des Pro-Jäger, ce sont eux les héros, et les héros l'ennemi. Ils sont là pour soutenir le personnage principal qui doit sauver leur monde. Mais au sein d'Eldia, des traîtres ont décidé de l'en empêcher, causant leur perte en cas de réussite. En plus de cela, ils se sont alliés à l'ennemi, ceux-là même qui ont causé tant de tort au peuple des murs en détruisant le mur Maria et ont toujours eu à cœur leur destruction. Ce sont les mêmes personnes qui ont durant des années envoyé des titans pour les terroriser et les parquer derrière les murs. En s'alliant avec ces monstres au sens littéral, ils deviennent à leur tour des ennemis de l'humanité. N'écoutant que leur courage et leur sens du sacrifice, ils vont tout donner pour les empêcher d'atteindre leur but, alors que la force qui s'oppose à eux semble implacable. Heureusement, leur vaillant commandant Floch fait preuve d'un grand sens stratégique et leur permet de répliquer. Alors que tout semble perdu, Floch tentera un acte désespéré et héroïque, jouant le tout pour le tout. Cette lecture est valable si on se met du point de vue des Pro-Jäger, rejoignant ainsi de manière assez ironique de nombreux affrontements de Shingeki no Kyojin. Pour les Pro-Jäger, de la même manière que pour les Marks que nous avons découverts, ils défendent leur patrie, se battent pour un monde meilleur, un futur où ils seraient libérés de l'oppression. Mais comme pour les guerriers de Mar, tout cela passe par un génocide, par la destruction de l'autre. L'inclination fasciste prise par les Pro-Jäger ne doit pas nous faire oublier ce qui caractérise le manga depuis ses débuts, le mal n'existe pas. Pour les Pro-Jäger, le monde se limite à l'île du paradis. L'extérieur est hostile et menaçant. Il est d'autant plus qu'ils ne l'ont jamais vu. Tout ce qu'ils ont pu voir, c'est des titans envoyés par Mar et les merveilles technologiques transmises par les Azumabito. Le monde en dehors de l'île du paradis n'a pas d'existence concrète. Ils n'y ont jamais mis les pieds. Cette destruction du monde n'implique rien pour eux, ce n'est pas une perte. L'extérieur est resté une abstraction dont l'existence importe finalement peu. Comment regretter ce que l'on ne connaît qu'à travers les horreurs qu'on a pu entreapercevoir? Au contraire, notre alliance improbable a vu le monde. Ils savent ce qu'ils vont perdre. Ils savent surtout que, comme ici, il y a des êtres humains qui vivent, rient, se disputent, s'entretuent et s'aiment. Des humains comme eux. Par cette abstraction du monde et la propagande racialiste et historique mise en place par Floch et les cadres des Pro-Jäger, on rend le génocide global acceptable, car il n'existe qu'une humanité, celle d'Eldia. Le tour de force d'Isayama est de finalement reprendre son synopsis de départ, à savoir la dernière poche d'humanité restante luttant contre le monde, tout en lui donnant un tournant raciste et totalitaire. Se concevant comme la seule humanité, les Eldiens renversent le présupposé de l'histoire en le rendant réel par leur action. Mais la prouesse d'Isayama ici est de ne pas tomber dans la caricature du totalitarisme. Au contraire, il retranscrit dans toute sa complexité l'adhésion de la masse au mouvement totalitaire et rappelle au passage que cette masse est composée elle aussi d'êtres humains. Des êtres humains terrorisés, humiliés et opprimés depuis des décennies, luttant pour leur vie et à qui on promet la liberté, la paix et la sécurité. Le mal radical n'existe pas. C'est de l'adhésion à un système oppressif qu'est produit le mal. Système qui s'érige comme seule alternative face à un monde conçu comme menace. Ainsi, l'ennemi n'est pas mauvais. Il croit au bien fondé de sa cause, au fait d'être dans le bon camp. D'où la boucherie inéluctable à laquelle nous assistons. Pour enfoncer un peu le clou, on peut faire dans ce chapitre un certain parallèle entre Floch et Erwin. Attendez, on se calme, on ne s'énerve pas. Je ne dis pas que Floch a le niveau d'un Erwin. Simplement qu'il va adopter le même rôle le temps d'un chapitre. Si on fait l'abstraction du fait que le personnage de Floch est absolument détestable dans son cosplay d'apprenti Goebbels, il faut rappeler à quel point la mort d'Erwin avait eu un impact sur lui. Ici, il reprend le temps d'un chapitre le rôle du Major. Il fait preuve de réflexion, oppose une défense efficace en anticipant et en comprenant les actions de l'ennemi, galvanise les troupes pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes, et au moment fatidique, donne tout pour obtenir la victoire. Exactement comme avait pu le faire Erwin Smith en son temps. On obtient alors une figure quasi héroïque, qui lutte contre un adversaire implacable et qui va tout sacrifier pour la victoire. Floch est finalement, par un renversement, le véritable personnage épique du chapitre, remplissant toutes les conditions liées au genre, reproduisant des actions que nous avions tant admirées au temps d'Erwin. C'est Gabi qui mettra finalement fin à tout cela, d'une balle dans le corps. Cette case montre encore une fois la qualité du découpage d'Isayama. Par un plan large de la scène, en réduisant les deux personnages à des silhouettes indistinctes, tout l'épique s'évanouit, comme mettant fin à un rêve pour un retour froid à la réalité. Ce rêve, c'était celui que hurle Floch.
être le héros d'Eldia et par extension, finalement, le héros de l'histoire. La chute de Floch met non seulement fin à son rêve, mais aussi à la boucherie généralisée. Ses troupes sont si démoralisées qu'elles finissent par se faire massacrer ou fuir. Alors que le chapitre tient un suspense asphyxiant et continue durant 30 pages, tout cela s'arrête d'un coup. Nos personnages apparaissent à la fois hébétés, mais aussi exténués. Tout ce qu'il reste de cette mêlée sanglante, ce sont les cadavres qui jonchent le sol. Alors que l'adrénaline du combat retombe, la réalité revient dans toute sa crudité. Mais voilà que surgit Falco, toujours transformé en titan après son premier essai, ayant perdu le contrôle. Bon, je me passerai de commenter la nouvelle apparence du titan mâchoire, vu que cela a été fait en long, en large et parfois de travers. J'en profite aussi pour dire que d'une, la mettre en miniature de vidéo YouTube, c'est franchement pas sympa pour les lecteurs. Et deux, s'extasier sur le fait que Falco, lié à l'animal homonyme dès sa première apparition, a une apparence correspondante sous sa forme de titan, c'est-à-dire celle d'un faucon, c'est pas le truc le plus ouf du monde. On a l'habitude qu'Isayama raconte bien ses histoires, qu'il fasse des liens et qu'il donne du sens à tous les éléments du récit. En plus, c'est juste faire un bon travail d'écriture. Cela n'a rien d'extraordinaire. Voilà, fin de la parenthèse. Ce qui est surtout intéressant, c'est que dans le contexte de violence extrême que l'on vient de vivre, Falco perd le contrôle de lui-même. Même si cela est habituel pour les nouvelles transformations, cela peut avoir un sens supplémentaire ici. Comme ses camarades, Falco est si submergé par cette violence qu'il en perd le contrôle de lui-même, quitte à attaquer ses camarades. Cette ivresse tranche totalement avec son personnage, sûrement le plus altruiste et le plus pacifiste que l'on connaisse. Lui qui essayait d'éviter la violence, qui préférait le dialogue et qui refusait de voir les Eldiens de l'île comme des démons, est à présent lui aussi emporté par cette violence généralisée. Ce n'est qu'avec l'intervention de Magath que sa folie peut prendre fin, la guerre corrompt tout, même les plus innocents. Le chapitre se termine d'ailleurs sur Théo Magath qui se sacrifie avec Kith Shadis pour empêcher les Proyegeurs d'entamer la poursuite. Une scène pleine d'humanité, particulièrement touchante, qui tranche totalement avec le reste du chapitre. Comme si, malgré la barbarie qui s'était déchaînée, il restait une lueur d'humanité. C'est d'autant plus fort que cela vienne des deux personnages liés dans la mort et qui pourtant, sans le savoir, étaient des ennemis naturels. Kith et Théo montrent ainsi la voie aux générations futures. Malgré les conflits, les histoires brisées et la violence, il y a toujours des hommes capables de fraterniser. Cette poignée de main entre les deux hommes est la première pierre d'une entente possible. L'une des rares fois où un Mar et un Eldien de paradis fraternisent sans violence ni arrière-pensée. Un contact qui, par les circonstances, est débarrassé des grades, des références à la race, de la nation ou de l'histoire de leur peuple. Une simple poignée de main, un simple échange entre deux hommes liés par une chose. Faire ce qui leur semble juste et protéger ceux qui doivent prendre la relève. Ici se conclut le parcours de ces deux personnages qui ont su tout au long de l'histoire dépasser la caricature qu'ils présentaient au monde pour devenir eux-mêmes. Théo n'a jamais été l'officier fasciste et raciste que l'on aurait pu croire, comme Kith n'a jamais été simplement une caricature du sergent Hartmann. Le parcours de Théo Magath est d'autant plus intéressant qu'il semble particulièrement touché par la perte de contrôle de Falco, qu'il a toujours traité de manière très paternelle à l'instar de Gabi. Si la prise de conscience de sa responsabilité et le dépassement des haines centenaires étaient déjà amorcés dans le chapitre précédent, elle s'achève par la folie de Falco. En le libérant de son titan, on sent d'un coup le poids des années et des regrets qui s'abattent sur lui. Comme si le spectacle de cette innocence souillée était devenu pour lui trop insupportable, le renvoyant à ces générations de jeunes qu'il a formés pour devenir des armes. Le monde, s'il est sauvé, pourra se passer de lui. Il faut qu'il solde sa dette. Ce monde, il appartiendra à cette nouvelle génération. Lui comme Kith sont des reliques du passé qui doivent disparaître. Mais pour s'assurer que la relève advienne, il leur faut accomplir un dernier sacrifice. C'est le cœur paisible et l'esprit en paix qu'ils se font sauter avec le navire eldien, heureux de ne pas mourir seuls et fiers de leurs élèves. Ce moment rayonne comme une lueur d'espoir au milieu du cauchemar. Sur ce moment, et comme dans les chapitres précédents, plane le spectre d'un jeune homme victime de cette violence historique qui avait aliéné ses camarades. En mourant, il hurlait cette phrase qui résonne maintenant dans toute l'œuvre. Nous n'avons pas encore parlé. Dans leurs derniers instants, c'est ce que font Théo et Kith. Ils vont parler. Si la violence semble être une fatalité de la nature humaine, il reste un espoir. Une autre faculté qui définit l'homme, qui fait de lui un animal politique. Une faculté qui lui permet de rencontrer l'autre, de le connaître. La parole.
voilà peut-être que se dessine la clé de l'œuvre d'Isayama. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Bon, je sais que la chaîne a eu quelques petits ralentissements dus au confinement et aux conditions professionnelles. C'est-à-dire qu'avec Hipster Teacher, on passe notre journée sur les ordi à faire des cours en ligne. Du coup, parler devant un ordinateur avec un micro, on en a un peu marre. Voilà, du coup, plus des circonstances personnelles qui ont fait qu'on n'a pas pu trop bosser. Donc là, on va essayer de reprendre un rythme durant les vacances. Là, on est en fin d'année, il y a encore pas mal de boulot à faire, mais vous inquiétez pas, la chaîne va reprendre peu à peu un rythme, on va dire, un peu plus régulier. Bon, et je sais que vous êtes habitués aux chaînes YouTube qui disent on va reprendre un rythme régulier et qui en fait le font pas, mais on espère, on croise les doigts. J'en profite pour vous conseiller très chaudement la chaîne YouTube Worldview Anime, une chaîne qui elle aussi fait des analyses philosophiques sur Shingeki no Kyojin, enfin des analyses philosophiques, psychologiques, narratives sur le manga, et disons-le, n'ayons pas peur des mots, c'est bien meilleur que chez nous. Voilà, c'est très bien, c'est drôle, c'est cultivé, c'est analytique, c'est recherché, c'est vraiment très bien. Du coup, si vous aimez SNK, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, c'est vraiment très intéressant. Je vais mettre le lien en description et allez les voir et soutenir leur travail, c'est quand même vachement bien. Sinon, je vous dis à une prochaine fois. Allez, philosophiquement, bien à vous.